Héroux enseigne la toxicologie et les effets secondaires de l'électromagnétisme dans le programme de santé au travail à la faculté de médecine de McGill. Il a été également nommé scientifique médical au département de chirurgie de l'hôpital Royal Victoria, actuellement devenu le centre de santé universitaire McGill, à la suite de son projet sur la pathophysiologie des brûlures électriques. Ses contributions majeures de recherche incluent le design et la construction d'un dosimètre pour documenter l'exposition aux radiations électromagnétiques. Une étude majeure sur la pathophysiologie des brûlures électriques, le développement d'une méthode diagnostique basée sur les propriétés électriques des tissus biologiques et un système de vision par ordinateur pour l'évaluation des effets de combinaison de produits thérapeutiques et de l'environnement sur les cellules humaines en culture. Il a développé également un système d'exposition pour évaluer les impacts biologiques de divers protocoles de télécommunication sur les cellules vivantes à diverses fréquences micro-ondes. Le Dr Paul Héroux enseigne actuellement la toxicologie, la protection auditive et les effets sur la santé de l'électromagnétisme aux étudiants de santé professionnelle et de génie à la faculté de médecine McGill. Il a été retenu par le comité d'études de l'État du New Hampshire pour commenter les effets sanitaires de la 5G. Avant d'aller plus loin, avant que Dr Héroux commence, je vais vous demander aux gens de mettre leur cellulaire sur le mode avion pour éviter d'interrompre. Alors, Dr Héroux va faire une présentation de 50 minutes, 1 heure. Ensuite, il va y avoir une pause. Il va continuer sa conférence, mais on va réserver beaucoup de temps aux questions de la salle. Alors ça, c'est une façon de faire qu'on a adoptée, de permettre aux gens de s'exprimer et de poser des questions. Alors, sans plus tarder, Dr Héroux, je vous cède la parole. Merci beaucoup. La situation générale, c'est que on nous fait acheter et on nous fait utiliser des systèmes qui utilisent des ondes électromagnétiques. Malheureusement, les impacts sur les utilisateurs de ces systèmes-là n'ont pas été vraiment fouillés par l'industrie et ils ont été jusqu'à un certain point manipulés par l'industrie pour essentiellement atténuer la connaissance que vous avez des impacts des radiations. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des questions qui m'avaient été suggérées. Est-ce que les rayonnements électromagnétiques sont un danger pour la vie humaine, la faune et la flore? Je ne sais pas si vous avez tous des doctorats ou que vous avez tous fini votre cours classique, votre école secondaire, votre école primaire. À certains moments donné, ça va devenir un peu plus technique. Technique, ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible, ça veut dire que ça prendrait pas mal de temps à expliquer tous les détails. Mais je vais commencer par vous parler de ce que c'est les rayonnements électromagnétiques. Les rayonnements électromagnétiques, c'est pas bien compliqué, c'est des ondes qui se propagent dans... C'est pas dans l'air, ça se propage même dans le vide, parce que c'est comme ça qu'on voit les étoiles. Donc, on a des ondes électromagnétiques un peu partout. Mais dans le milieu terrestre, il y a des ondes électromagnétiques qui sont naturelles, des ondes électromagnétiques qui sont moins naturelles, qui ne sont pas naturelles du tout. En d'autres termes, on est exposé depuis toujours au champ de la Terre, au champ magnétique de la Terre, le champ statique. Ça, c'est un champ à 0 Hertz. En d'autres termes, c'est un champ qui ne change pas. Et on est également exposé à la lumière du Soleil. La lumière du Soleil n'a pas de contribution dans le domaine des radiofréquences et des micro-ondes. C'est pour ça qu'on peut avoir de la radioastronomie, des grands télescopes qui essaient de documenter ce que font les étoiles et les astres très lointains. Et également, on avait une fenêtre dans l'atmosphère qui permettait la propagation d'ondes électromagnétiques pour la radio, pour la télévision et pour les téléphones cellulaires, mais ça, c'était des ondes qui n'existaient pas du tout dans les 2 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Donc, on se retrouve avec un agent qui est relativement neuf. Donc, derrière moi, ici, vous voyez les ondes électromagnétiques. Excusez-moi, les images sont en anglais parce qu'en général, je travaille avec les Américains. Pourquoi je travaille avec les Américains?
Parce que, en fait, les décisions vis-à-vis du spectre électromagnétique se prennent à Washington. Ils sont copiés à Ottawa, ils sont copiés au Royaume-Uni, ils sont copiés dans l'Est parce que les Américains ont une grosse masse économique. Donc, c'est à Washington qu'ils prennent ces décisions-là. Donc, je suis très actif là-bas. Donc, vous voyez, les ondes électromagnétiques, ici, ça varie avec la fréquence. Il y a des fréquences qui sont très, très basses, comme ici. La fréquence d'Hydro-Québec, c'est 60 Hz, 60 vibrations par seconde. Mais, par ailleurs, dans les fréquences radio, par exemple, les micro-ondes, on a des gigahertz. Par exemple, ça, c'est des milliards de vibrations par seconde. Donc, il y a une grande disparité vis-à-vis des fréquences électromagnétiques qui existent dans notre environnement. Et en gros, on est exposé très substantiellement à des champs magnétiques de 60 Hz parce que les fils d'Hydro-Québec nous entourent partout. Et en réalité, les niveaux de champs magnétiques auxquels on est soumis la plupart du temps sont en fait biologiquement actifs. Hydro-Québec ne va pas vous raconter ça. Ils vont vous dire, inquiétez-vous pas de ça, inquiétez-vous pas de ça. Mais en fait, l'électrification, ça a fait un changement dans votre corps. Et l'autre masse d'exposition électromagnétique, ce sont les ondes de télécommunication. On a inventé la transmission AM, la radio modulation d'amplitude, modulation de fréquence, après ça, la télévision. Après ça, les systèmes cellulaires. Donc, toutes ces ondes-là ont des fréquences différentes qui s'étalent à peu près entre ici et là. Donc, vous voyez, la radio AM est ici, la radio FM est ici, les téléphones cellulaires sont là, les radars sont là. Ça, ce sont toutes des radiations qui, en fait, sont artificielles et qui sont neuves. Et la vraie question, c'est de savoir, ces ondes-là, qui sont neuves, en anglais, ils appellent ça non-natural electromagnetic fields. Est-ce que ces ondes-là ont un impact sur vous ou bien si vous êtes totalement blindé vis-à-vis de cet agent-là? Puis si vous connaissez un peu la biologie, vous allez savoir que c'est très rare que les organismes biologiques se défendent contre des agresseurs qu'ils ne rencontrent jamais. Donc, la supposition de base, ça devrait être qu'on devrait être relativement suspicieux vis-à-vis de la prétention que ces ondes-là ne font absolument rien. Donc, il y a différentes fréquences, les fréquences basses, les fréquences moyennes, les fréquences hautes, et ces fréquences-là, naturellement, peuvent avoir différentes amplitudes. Donc, il y a une question de grandeur de l'onde et une question de sa fréquence. À travers le spectre électromagnétique, les propriétés des ondes varient énormément. En d'autres termes, si je retourne un petit peu en arrière, là, des rayons gamma, puis des rayons X, puis des ondes de cellulaire, puis les ondes d'Hydro-Québec, ça ne se ressemble pas vraiment dans leurs propriétés. Il faut presque les considérer un peu séparément parce que, finalement, elles ont des propriétés qui sont vraiment très, très, très différentes. Et là, ici, je vous montre, j'ai un peu de misère à agrandir cette image-là, je pourrais le faire avec un certain effort. Vous voyez, vous avez un signal, là, qui est, par exemple, un signal de voix, comme ce qu'on entend à la radio. Un signal de voix, ça a une fréquence qui va jusqu'à 20 000 Hz. En d'autres termes, si j'avais une voix de colorature à l'opéra, je pourrais probablement atteindre 20 000 Hz. Ça, c'est une fréquence qu'on ne peut pas diffuser facilement à travers le vide ou à travers l'air. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur une porteuse. En d'autres termes, on met une porteuse. Par exemple, si vous êtes en AM, ben, c'est 550 kHz. Si vous êtes en FM, c'est 98 quelque chose, mégahertz. Donc, ça, c'est des fréquences qui permettent au signal de la voix qui est imprimé sur la porteuse. Voyez-vous, ça, c'est le signal de la voix. Puis ça, c'est la porteuse qui est utilisée pour pouvoir les diffuser. Puis ça, ce que ça permet de faire, ça permet de planter une antenne et d'avoir une diffusion, une télédiffusion de ces ondes-là. Puis ça a été un progrès énorme dans l'histoire de l'humanité parce que subitement, on n'avait plus besoin d'aller à cheval pour porter des lettres. On pouvait le diffuser, puis tout le monde l'avait en même temps. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinairement populaire. Ce qui s'est passé au cours du temps, là, j'ai un diagramme qui vous montre ce que c'était à peu près avant qu'on invente tous ces systèmes-là. Et ça, c'est un diagramme qui, verticalement,
est très, très comprimé, dans le sens qu'entre deux chiffres ici, il y a un facteur de 1000. Donc, c'est une très, très grande augmentation. Puis là, on a les fréquences diversifiées. 1 MHz, c'est des radiofréquences qui sont autour de la radio. Ici, vous voyez les pics essentiellement des téléphones cellulaires. En d'autres termes, au cours du temps, on avait le milieu naturel, puis au cours du temps, on a augmenté progressivement la quantité de radiation qu'il y a dans notre environnement parce que Ottawa donne des licences à tout le monde pour diffuser des choses. Donc, vous avez des ondes qui vous arrivent de partout. Puis, il s'agissait de se dire, quand est-ce que ça va être trop? Et quand est-ce qu'il va y avoir trop d'ondes? Et le critère qui avait été retenu, c'est un critère extrêmement étrange. Et plus tard, je vais vous expliquer pourquoi on a retenu ce critère-là. C'est qu'on a pris des rats, puis on leur appliquait des radiations. À un moment donné, les rats, avec la quantité de radiation, il fait chaud. Il fait trop chaud. Ils arrêtent de travailler. Il y a une perte d'activité des rats. C'est que ça, c'était la limite thermique. On s'est dit que la chose qu'on peut reconnaître comme un facteur réel pour l'impact des ondes, c'est que les animaux arrêtent de travailler parce qu'ils ont chaud. Donc, on a pris ce critère-là, on l'a divisé par 10, puis on s'est dit, c'est ça la limite qu'on va utiliser. Cette limite-là, vous la trouvez ici. Puis les différentes lignes, ça dépend des institutions, etc. Mais c'est une limite thermique. Et ça faisait bien l'affaire de l'industrie et de l'armée, parce que c'est une limite extrêmement élevée. Je vais revenir à ce sujet-là. Mais ce que je vais vous présenter ici, c'est qu'on est en train d'approcher de ces limites-là dans beaucoup de circonstances. Donc, si le critère qu'on a retenu pour apprécier les effets biologiques des ondes est un critère très, très élevé, peut-être qu'il se passe un paquet de choses en dessous. Et donc, c'est de ça en grande partie que je vais vous parler aujourd'hui. Comment ça se mesure, les ondes? Je remarque que j'ai oublié mon petit appareil. J'aurais pu vous faire des mesures en temps réel, vous dire « Ah, ça, c'est vraiment pas bien, ça, etc., etc. » Mais en général, on est dans un environnement pour les champs magnétiques de basse fréquence et pour les champs électromagnétiques qui nous font douter du fait que c'est un milieu optimal pour des êtres vivants. En général, là, dans un endroit comme ici, vous êtes au-dessus du seuil d'activité des champs magnétiques de basse fréquence. En d'autres termes, vous vivez essentiellement dans un environnement qui vous modifie. Et pour ce qui est des hautes fréquences, bien là, il y a différents critères, mais à une certaine limite, on modifie ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est votre sang circule dans votre corps, mais votre cerveau est un peu isolé de ce qui se passe dans le sang, sauf au niveau de l'hypothalamus, parce que le cerveau ne veut pas changer d'idée trop souvent à chaque fois que vous mangez une banane. En d'autres termes, le cerveau se protège jusqu'à un certain point de ce qu'il y a dans le sang avec une barrière relativement hermétique. Et les ondes électromagnétiques sont capables d'ouvrir cette barrière-là. On va voir les conséquences un peu plus tard. Ça, c'est un appareil de 40 000 qui a été payé par McGill et que j'ai pour utiliser pour faire des mesures de champs électromagnétiques. Ça me permet de savoir quelle source fait quoi. Et une personne, cependant, qui est électrosensible va avoir quelque chose de beaucoup plus modeste. Vous avez entendu parler de l'électrosensibilité, peut-être? Oui. C'est des gens qui sont susceptibles de ressentir des malaises vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Et ces gens-là, pour se défendre, ils ont un acoustimètre ou ils ont un appareil. Alors, qu'est-ce que vous diriez des niveaux ici? C'est dans le rouge. C'est dans le rouge. On est dans le rouge. Je vois qu'il y a des experts ici. Donc, on n'est pas dans une situation idéale, mais finalement, je n'aurais jamais besoin d'amener mes petits instruments. Il y a des gens qui en ont. Il faut quand même être un peu motivé pour acheter ça. C'est la moitié du niveau. Il faut avoir eu des problèmes de santé. Je suis un peu étonné de voir jusqu'à quel point c'est fréquent de voir des gens qui ont des problèmes de santé qui viennent à mes conférences. Parce que je m'attendrais à ce que ce soit le public en général, puis qu'il n'y en ait pas beaucoup de ces gens-là, mais finalement, il y en a de plus en plus. Donc, ces gens-là, pour se protéger, essentiellement, ils ont des instruments qui leur permettent de mesurer l'environnement et de savoir s'ils doivent s'enfuir ou non. On va parler des électrosensibles un peu plus tard. L'industrie, dans le fond, pour asseoir l'idée suivant laquelle il n'y a pas de danger vis-à-vis de ces ondes-là,
Ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé deux méthodes, deux concepts qui sont faciles à comprendre, mais qui sont faux. Ils ont dit, les ondes qu'on utilise, nous, ce sont des ondes non ionisantes. Ça veut dire que les radiations n'ont pas une énergie suffisante pour ioniser le matériel. En d'autres termes, vous savez que si vous êtes dehors et qu'il y a beaucoup d'ultraviolets, vous pouvez ultimement développer des cancers de la peau parce que l'ultraviolet est capable d'ioniser le matériel de vos cellules. Alors l'industrie dit, bah, nos radiations sont de plus basse fréquence que ça, donc ne peuvent pas ioniser. Sauf que ça n'a pas de grand bon sens. La vérité, c'est que dans votre corps, en fait, tout est déjà ionisé. Donc, la question de savoir si une radiation peut ioniser votre matériel vivant ou non est sans importance. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que les champs sont capables d'interagir avec les charges qui existent dans votre corps. Et je pourrais vous parler de ça en très grand détail, mais en dépit du fait qu'ils sont non ionisants, ils sont quand même biologiquement actifs. Pourquoi? Je vous amène dans une cellule. Vous avez beaucoup de cellules? Quelques milliards. 1 milliard? Quelques milliards. Quelques milliards, oui. On ne les compte pas trop souvent, mais effectivement, dans le corps humain, il y a beaucoup de cellules. Dans une cellule, il y a quoi? Bien, on a une enveloppe cellulaire, puis on a un noyau, puis on a ce qu'on appelle des mitochondries. Puis, ces mitochondries-là, c'est l'endroit où il se produit beaucoup de choses électriquement. En d'autres termes, ces mitochondries-là sont des anciennes bactéries qui ont été recrutées il y a très longtemps, il y a des milliards d'années, pour produire de l'énergie dans nos cellules. En d'autres termes, on est un genre de cyborg composite, quelque chose. C'est commun dans la nature de faire ça. On a emprunté des éléments bactériens afin de soutenir des cellules de mammifères de performance supérieure, finalement. Des mitochondries. Bon, si on regarde maintenant... je vous montre une mitochondrie qui a été examinée en détail du point de vue microscopique. C'est très intéressant de voir que c'est une petite usine qui maximise sa surface pour produire quelque chose de très important. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, combien vous pesez? 140. 140 livres. Bon, à chaque jour, vous avez besoin de 140 livres d'ATP. C'est une substance que vous produisez dans votre corps, puis vous utilisez votre propre poids de cette substance-là à chaque jour. Et l'ATP est produit par ces petits organes-là, les mitochondries. Donc, dans un œuf humain, les femmes ont des œufs, vous avez 1/3 million de mitochondries. Dans une cellule cardiaque, vous avez 50 000 mitochondries. Et toutes les cellules qui sont très actives dépendent beaucoup de l'ATP. Donc, dans une mitochondrie, vous avez un paquet de petits enzymes, comme ça, qui s'appellent l'ATP synthase, qui produisent de l'ATP, parce que vous avez besoin de produire votre propre poids chaque jour. Comment est-ce que ça marche, l'ATP synthase? Bon, bien, dans la mitochondrie, il y a complexe 1, complexe 2, complexe 3, complexe 4 et complexe 5. Ce sont des enzymes qui fonctionnent ensemble pour produire de l'ATP. Voyez-vous, l'ATP, il sort ici. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise de l'oxygène, puis il utilise effectivement la nourriture pour produire de l'ATP. Et comment il fait ça? C'est en faisant des mouvements d'électrons et de protons. Vous voyez ici les H+, là? Ça, c'est les protons du pH. Vous connaissez ça, le pH? Le pH de l'eau qui est plus ou moins élevé. Acide. Bon, ça fait que le matériel qui permet de construire de l'ATP, c'est des protons du pH qui passent à travers un enzyme. Une manière plus jolie de le voir, on voit l'oxygène qui est consommé ici. On voit ici le flux des électrons et on concentre les protons. Et en fait, dans l'espace intermembranaire des mitochondries, le pH est égal à 1. C'est très acide. Et ça, c'est important parce que plus le pH est petit, plus il y a de protons, plus le mouvement des protons est influencé par des valeurs faibles de champ magnétique, comme par exemple ceux d'Hydro-Québec ou ceux des télécommunications. Ça, c'est une chose qui a été déterminée.
Et si on regarde ces complexes-là en détail, on se rend compte que le transfert des charges pour bouger, pour que le processus se réalise, il passe d'un endroit à l'autre dans des chaînes, les protons et les électrons, dans des délais très, très, très variables. Donc, ça leur prend un certain temps avant de passer d'un endroit à l'autre. Et ça explique le fait que si on change la fréquence des ondes électromagnétiques, on n'obtient pas toujours le même effet. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que, par exemple, ici, on regarde le complexe numéro 1. C'est que les charges électriques doivent sauter d'un endroit à l'autre à l'intérieur de l'enzyme sur des distances qui sont très, 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 très faibles. 1 nanomètre, 1 milliardième de mètre, c'est tout petit. Mais pendant qu'un électron saute d'un endroit à l'autre, il est vulnérable à l'action des champs magnétiques ou des champs électriques parce que la probabilité qu'il saute va être influencée par les champs. Donc, ça, ce sont des endroits où les champs électromagnétiques peuvent interférer avec la production d'ATP. Mais naturellement, il y a un endroit où c'est extrêmement sensible vis-à-vis des ondes électromagnétiques, et ça, c'est l'ATPase. Donc, ça, c'est le complexe 5 des mitochondries. Et dans le cas de l'ATPase, c'est un petit peu, je dirais, compliqué à expliquer, mais c'est très important de réaliser que les charges électriques se déplacent de manière continue, d'un endroit à l'autre, entre les molécules. Et en fait, l'ADN, peut-être que vous reconnaissez un peu l'ADN, ça c'est stabilisé par un mouvement continu de protons qui oscillent entre les deux moitiés de l'ADN. On appelle ça des ponts hydrogènes. Et lorsqu'on a des ponts hydrogènes, essentiellement les protons en sautant sont susceptibles d'être influencés par des ondes électromagnétiques. C'est pour ça que des gens qui regardaient au microscope et qui appliquaient des champs électromagnétiques, ils voyaient des instabilités se développer dans l'ADN à certains moments donnés. Donc, en plus clair, là, une partie de l'ADN, la seconde partie, il y a des gaps de à peu près 1/3 de nanomètre. Dans ces gaps-là, les protons oscillent de manière continue. On a l'impression que l'eau, c'est quelque chose de très stable. Mais en fait, toutes les molécules d'eau se décomposent et se recomposent environ 2000 fois par seconde. Donc, il y a des instabilités fondamentales dans notre corps qui, en fait, peuvent être influencées par les ondes électromagnétiques de l'extérieur. Donc, l'histoire de dire c'est ionisant, c'est pas ionisant, c'est pas une vraie question. Donc, ce que je dis effectivement, c'est que si j'applique une onde électromagnétique que je symbolise en rouge ici, bien, il est possible que dans le complexe 1, dans le complexe 2, dans le complexe 3, dans le complexe 4, et en particulier dans l'ATP synthase, qu'il y a des interférences avec la production de l'ATP. Et moi, je suis spécialiste en particulier de cette enzyme-là, c'est mon chouchou, que j'ai examiné en très, très grand détail. Et je vous dis tout de suite la manière dont ça marche, c'est que ici, il y a des protons à pH 1. Quand le pH est très élevé, ça prend des champs tout petits pour changer la mobilité des protons dans le milieu. Donc, quand on est dans un champ d'à peu près 50 nanotesla, vous êtes probablement au-dessus de ce champ-là la moitié du temps. La capacité de cet environnement-là de donner des protons à l'ATP synthase est réduite. Puis ça, c'est une chose que vous compensez dans votre corps, mais c'est un changement qui se produit constamment, que ça vienne des champs magnétiques d'hydro ou que ça vienne des systèmes de télécommunication, ça change. Et de plus, ça c'est encore un peu plus étrange, c'est que, bon, je pourrais vous montrer des animations, je ne sais pas si vous voulez voir ça, là. C'est un peu surprenant quand on n'est pas habitué de voir ça. Attendez une seconde. Là, il n'y aura pas de son, là, mais vous allez voir un peu de quoi il retourne. Il devrait peut-être en avoir parce que j'ai branché le fil pendant votre conférence. Ah, ben oui, bon, on va voir. Le fil est branché. Mais ça n'a pas été testé. ATP synthase is a molecular machine that works like a turbine to convert
Ça, c'est l'enzyme. Ça, c'est les protons ici. C'est un moteur électrique, cette enzyme-là. Est-ce que c'est l'ATPase? L'ATPase. Vous voyez les canaux ici qui passent les protons, ils tournent et ils sortent. Ça fait tourner, puis c'est la rotation qui fabrique l'ATP. Et ce canal-là est très, très, très spécial. Les gens qui ont trouvé cette structure-là ont eu le prix Nobel vers 1950. Il n'y a pas de contrôle de volume là-dessus, non? Mais en français, là, qu'est-ce que Mais, ça dit? mais c'est relativement surprenant de voir que c'est un moteur électrique qui produit l'énergie dont notre corps a besoin. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas une personnalité électrisante, vous pouvez leur dire que je fonctionne à l'électricité. Parce que finalement, c'est un système rotatif qui est animé pas par un courant d'électrons, mais par un courant de protons. Donc, l'important, c'est de créer de l'ATP, parce que vous en avez besoin en si grande quantité. Et donc, l'interaction des champs avec le corps, c'est d'interférer avec cette production d'ATP-là. Et ça, naturellement, dans les mitochondries, il y en a des millions de ces enzymes-là qui fonctionnent tous en parallèle. Est-ce que vous pouvez arrêter le son parce que ça ne donne pas rire? Bon, vous n'avez pas le son. Puis, bon, là, ce qu'il dit, c'est qu'elle peut fonctionner en inverse, mais ça, c'est des choses qui sont très bien établies depuis un très grand bout de temps. Donc, on a cette interférence-là, et ce que les biologistes nous disent, ça, c'est un mécanisme de base de tous les systèmes vivants. Là, on ne parle pas des humains, on ne parle pas des humains et des chiens, on ne parle pas des humains puis des chiens puis des chats, on parle des bactéries, on parle des plantes, partout, ils utilisent un système comparable. En d'autres termes, si on regarde à l'intérieur de l'évolution, les archéas, les cyanobactéria, les bactéries pourpres, tous les systèmes vivants utilisent un système comparable. C'est pour ça qu'on pense que les ondes électromagnétiques affectent pas seulement les humains, mais absolument tous les systèmes vivants. Les arbres, les bactéries, au complet. Bon, on nous dit ensuite, les champs sont bien trop petits pour être actifs, en d'autres termes. Si ça ne chauffe pas, comme dans votre micro-ondes, vous avez à vous inquiéter de rien. Mais là, ce que je vous montre, c'est des senseurs de champs magnétiques qui existent et qui se vendent sur le marché, qui sont extrêmement sensibles aux champs magnétiques. En d'autres termes, si on va dans un vendeur de pièces électroniques, on peut acheter des pièces comme ça qui sont capables de détecter, par exemple, des champs magnétiques à des valeurs de 0,2 nanotesla à 100 Hz, donc à peu près aux fréquences d'Hydro-Québec. Ça, c'est un champ qui est vraiment très petit. Vous n'êtes jamais pratiquement dans un champ aussi bas que ça, à moins d'aller dans le Grand Nord, où il n'y a pas d'infrastructure électrique du tout. En d'autres termes, à 30 km d'une ligne de haute tension, vous avez encore des champs plus élevés que ça. Et à 10 000 Hz, c'est encore plus petit. Donc, pourquoi est-ce que ces systèmes-là sont capables de détecter les ondes électromagnétiques de manière si précise? C'est parce qu'ils sont basés sur des changements de spin d'électrons. Quand un électron est libre, vous savez qu'un électron, ça spinne un peu comme une toupie, on pense que c'est vrai, mais on sait que les électrons ont un moment magnétique. Donc, un électron qui est libre, avec un champ minuscule, flippe. On le fait flipper, et à ce moment-là, on est capable de mesurer qu'ils ont changé de direction.
Donc, un système comme ça est extrêmement sensible. Là, je vous montre un tas d'observations qui ont été faites au cours du temps. Ça, c'est des observations avec les auteurs ici et l'année où ça a été fait, qui montrent une variété d'effets biologiques des ondes électromagnétiques et essentiellement à quelle intensité ils ont été trouvés. Alors là, ici, on a des effets thermiques, essentiellement, et ça, c'est la limite de radiation qui est permise aux États-Unis et au Canada. Donc, ici, ça, c'est explicable par la chaleur, ces deux points-là. Mais toutes les autres observations que vous voyez ici ne sont pas du tout explicables par la chaleur. C'est pour ça que récemment, environ 240 scientifiques qui ont travaillé sur les ondes électromagnétiques ont écrit aux Nations Unies pour dire le 5G, là, wow, c'est assez les radiations, on n'a pas confiance que ça va être sanitaire pour l'espèce humaine. Mais si on admet que les électrons qui sont libres sont capables d'être flippés par des champs magnétiques, on peut expliquer tout ça. Donc, pour moi, l'évidence est claire. À moins que tous ces auteurs-là aient tort, la chaleur, ce n'est pas la seule chose qui peut vous influencer. Il y a des choses, des champs beaucoup plus faibles que la chaleur qui sont capables de le faire. Bon, alors là, l'ATP, on a déjà vu ça, je pense. Attendez une petite seconde. Donc, il y a deux choses importantes. Je pourrais vous montrer ça, je suppose. Je vous disais tantôt qu'une molécule d'eau se décomposait. Bon, vous voyez, il y a un proton là-dedans qui est vert. Mais le proton, là, c'est une simulation de l'eau pure. Puis d'un proton, qu'est-ce qui arrive? Ça bouge tout le temps. Le proton, il se sépare de la molécule d'eau, il y retourne, il se sépare et il retourne. Et c'est dans cette instabilité-là qui est fondamentale à l'eau elle-même que le champ peut être actif. Et ça a été déterminé par les Russes au début des années 1980. Ils ont pris de l'eau très, très pure, ils appliquent des tout petits champs magnétiques dessus, puis ils se rendent compte que, il y a des changements de mouvement de protons. Donc, juste avec cette expérience-là sur de l'eau pure, on peut justifier l'impact des ondes électromagnétiques sur les systèmes vivants. Je vous parlais que le canal à travers lequel les protons passent dans l'ATP est extrêmement spécial. On a étudié ce canal-là en grand détail en utilisant ce qu'on appelle la diffraction des neutrons de Compton. Ça veut dire qu'on prend du matériel vivant, on gèle ça à vitesse grand V pour que rien bouge, puis après ça, on fait de la cristallographie pour savoir c'est quoi la structure. On s'est rendu compte de quelque chose de très surprenant, c'est que dans ce canal-là, l'eau a la même structure que la glace. En d'autres termes, vous êtes à 37 degrés, mais vous avez des petites parties à l'intérieur de chaque molécule d'ATP, S, qui est en fait stabilisée pour avoir la même structure que la glace. La différence entre l'eau, c'est que c'est tout désorganisé, mais la glace, c'est organisé avec des trous. Voyez-vous, ça, c'est des molécules d'eau, H2O. H2O, et j'ai ajouté un proton là, ça c'est le proton qui passe au travers. Vous savez que la glace, ça flotte? Pourquoi ça flotte? Parce qu'il y a un trou. C'est moins dense, ça s'expand parce qu'il y a des trous dedans. Fait que je vous montre les trous. La structure de la glace, c'est ça. Il y a des trous, puis avec, je dirais, des probabilités d'orbite moléculaire, on se rend compte qu'effectivement, il y a de la place pour passer. Fait que la nature a eu 2 milliards d'années pour perfectionner cette structure-là, pour que ça marche bien. Donc, si on regarde ce qui se passe autour de l'ATP synthèse, il y a un champ de 187 kV par centimètre qui est appliqué sur la membrane des mitochondries. Ça, c'est le champ le plus élevé qu'on trouve dans la nature. Si vous connaissez l'électrotechnique, à 30 kV par centimètre, flashover, c'est un éclair dans l'air. Mais dans ça, c'est 187 kV par centimètre. Donc, c'est un champ électrique très puissant. Les protons sont en fait propulsés à travers des trous. Et c'est ça que la nature a trouvé de plus efficace pour nourrir notre besoin en ATP synthèse. Fait que la question pour moi, c'est de déterminer, c'est que je sais déjà que les protons ne sont pas émis
de la même manière à partir de l'eau qui est à pH 1. Et je me demande, est-ce que je peux manipuler la structure de l'ATP synthase pour empêcher le transit des protons? Ça, c'est un problème très important du point de vue thérapeutique, lutte contre le cancer, par exemple. Et en fait, quand vous regardez la structure, là, les protons oscillent entre les atomes d'hydrogène. Et pendant qu'ils oscillent, naturellement, ils sont libres. Et il y a une occasion presque inévitable pour optimiser la transmission des protons que les spins des électrons qui oscillent avec les protons aient des orientations alternatives. Pourquoi est-ce que je pense ça? C'est qu'avec des orientations alternatives du spin d'électrons, on a ce qu'on appelle un canon. En d'autres termes, ça, c'est un accélérateur d'électrons en Australie qui est fait avec un sextupole d'aimant, justement pour focaliser les protons au milieu d'un canal. Donc, on a une structure idéale pour faire ça. Bon, vous avez tous entendu parler de la relation entre les ondes électromagnétiques et le cancer. Est-ce que vous pensez que les ondes électromagnétiques donnent le cancer? Non? Non. Non. Il y en a qui disent oui. Si, Vous dites non. Vous avez le droit de dire non. Les dernières études ont dit que oui. parce que ça change l'esprit. Avec ce que tu viens d'expliquer, ça semble être super cohérent que oui. Ben oui. Ben, en tout cas, ça change le métabolisme. En science, on essaye d'être timide dans les conclusions auxquelles on arrive parce qu'on peut toujours se faire critiquer, etc. Bon, le cancer, je venais de poser la question. À une époque où je travaillais à Hydro-Québec, je me disais, il faut tirer ça au clair. Puis, j'ai fait des essais pour savoir si les cellules, j'ai pris des cellules cancéreuses, je lui ai dit, je vais appliquer des champs dessus pour voir si elles changent leur comportement. Ça a été quoi le résultat? J'ai pris des cellules cancéreuses, leucémie, cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon. Les lignes rouges en haut, c'est là où toutes ces données-là devraient se trouver s'il y avait seulement des effets thermiques. Ça, c'est des champs que vous trouvez dans votre maison. Ça, c'est des champs que vous trouvez dans votre travail. Ça, c'est dans les édifices commerciaux. Ça, c'est ce que vous trouvez dans votre travail. Ça, c'est des champs qui sont très loin de chauffer quoi que ce soit. Mais ce que vous voyez, c'est que pour tous les cancers majeurs qui affligent les humains, des champs très, très faibles de 50 nanotesla, que probablement on a ici à l'heure actuelle, bien, des cellules qui n'avaient pas de champ à l'origine, je les garde pendant 1 mois sans aucun champ. Là, je les mets dans ces champs-là, ils perdent des chromosomes. Vous savez que les cellules cancéreuses sont hyperploïdes. Ça veut dire qu'ils ont un nombre de chromosomes plus élevé que normal. Quand on applique le champ, ils perdent des chromosomes. Ça a une certaine importance thérapeutiquement parce que si vous êtes victime de ces champs-là, vos cellules cancéreuses vont réagir puis vont pas nécessairement avoir le même nombre de chromosomes qu'à l'origine. Donc, ça augmente la diversité. De combien? 56, je ne me rappelle pas. C'est 46. 46. 2 fois 23. OK. Mais pratiquement, la très grande majorité des cancers, les cellules ont un métabolisme élevé qui fait que le nombre de chromosomes augmente. Parce que la cellule est en surconsommation. Puis, quand vient le moment de copier ses chromosomes, elle se dit « j'en fais d'autres ». Mais là, on voit que si on change les champs magnétiques, on a une influence très décisive sur le nombre de chromosomes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'après quelques mois, ça se rétablit, la cellule s'adapte. Après ça, si on rechange encore le temps, elles réagissent encore. Mais c'est des phénomènes qui sont absolument non thermiques. Maintenant, les expériences chez les animaux. Et ça a été fait avec des téléphones cellulaires qui, en passant, ont des composantes de basse fréquence dans leur signal. Je me rappellerai toujours de l'embarras que Chu avait en 1992 quand il a publié sa grosse recherche sur les effets des champs électromagnétiques qui simulaient en fait des champs cellulaires sur des rats. Là, il écrit dans son abstract, je lis l'abstract, je peux probablement le trouver ici. Il dit « The finding of a near fourfold », le fait qu'on a 4 fois plus de cancer chez les rats exposés est très embarrassant. Ils ont été très embarrassés par ça.
Mais ultimement, l'industrie a réussi à critiquer l'étude suffisamment puis à en parler assez longtemps pour que ça soit brossé sous le tapis. Ray Pacioli, en 1997, a fait une autre grosse étude avec des souris. Ça, c'était des souris qui avaient la leucémie à une très grande fréquence. Parce qu'il y avait déjà de la leucémie à une grande fréquence, il a seulement doublé le taux de leucémie en les exposant à des signaux de téléphone cellulaire. Ensuite, il y a Lurchel en 2015 qui a fait une étude où est-ce que lui, dans ce cas-là, il y avait un agent initiateur, puis il additionnait les champs, puis il voyait encore une augmentation du cancer. Et l'année dernière, en 2019, le NTP, le National Toxicology Program, aux États-Unis, ils ont dépensé 28 millions de dollars US pour faire ce qu'ils pensaient être l'étude définitive pour contredire les études d'avant et montrer qu'il n'y en a pas de cancer associé à vos beaux téléphones. Malheureusement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Et de plus, l'Institut Ramazzini en Italie a fait une autre étude qui supportait celle du NTP. Donc là, actuellement, l'industrie je dirais, est très embarrassée parce qu'ils se demandent est-ce qu'on va être capable de glisser sur le tapis des choses aussi grosses que ça. L'étude du NTP, là, Ray Pacioli, ça c'est l'étude de Ramazzini. Ramazzini, eux autres, ce qui les intéressait, c'était est-ce que c'est dangereux de vivre proche d'une tour de cellulaire? C'est le champ éloigné. Puis, leur étude montre que si vous êtes à moins de 500 mètres d'une tour de cellulaire, vous n'avez pas la même santé que vous êtes plus loin. Donc ça, c'est quand même assez troublant parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui sont à moins de 500 mètres d'une tour de cellulaire. Donc, on voit, d'après les données animales, que les gens qui détectent ça dans l'environnement, et la semaine prochaine, je vais être au comité du New Hampshire, puis je vais leur dire, je vous propose d'avoir un holdback de 500 mètres pour toutes les antennes de cellulaire. Parce qu'on a de l'évidence épidémiologique que si on est plus proche que 500 mètres, notre santé est altérée. Ça veut dire que les gens qui vont vouloir planter la 5G devant votre maison, ils ne sont pas à 500 mètres de chez vous. Ça veut dire qu'en pratique, il n'y en aurait pas de 5G. Vous voyez un peu comme c'est important. C'est que ça, Ramazzini, eux autres, ils disent, les champs à une certaine distance, ont une influence. Le NTP, ça c'est dans le fond un tableau de tous leurs résultats. Ils étaient intéressés, eux autres, quand on se met un cellulaire sur la tête, est-ce que c'est dangereux? Puis malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que le NTP est obligé de dire il y a une évidence claire de carcinogénicité. Puis on sait que des épidémiologistes ont trouvé des glioblastomes, qui est un cancer du cerveau qui est exceptionnellement létal, et des neuromes acoustiques également. Et maintenant qu'ils ont déplacé les antennes plus bas dans le téléphone, on commence à avoir des cancers de thyroïde. Donc, il semble que c'est vrai tout ça. Ça ne veut pas dire... L'idée, c'est que ça ne veut pas dire que si vous téléphonez, vous allez avoir le cancer, mais ça veut dire que si vous téléphonez plus que 10 ans, puis que vous avez des appels relativement longs, vos chances d'avoir ces cancers-là sont élevées. Ça, c'est l'étude quand même, ce n'est pas des petites études toutes petites. Ça, c'est des cages, 1, 2, 3, 4, 5, dans lesquelles ils mettent des diffuseurs spéciaux avec des cages spécialement. Ça a été importé d'Allemagne, ces cages-là. C'est passé par Chicago, par bateau. Ça a coûté les yeux de la tête. Donc, ce n'est pas des études qui ont été faites sur le bord d'une table. Puis, c'était supposé pour l'industrie clore le débat. Le débat est absolument loin d'être clos. Puis, ce que ça montre, c'est que toutes les études du passé qui montraient du cancer avaient parfaitement raison. L'évidence épidémiologique, en 2002, l'Agence internationale de recherche sur le cancer, ça, c'est des gens qui sont à Lyon, en France, qui sont des experts dans l'évaluation des dossiers humains. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que via un côté d'une ligne de haute tension, c'est associé à la leucémie chez l'enfant. Même si vous ne voulez pas le voir, c'est ça. Puis en 2011, ils ont dit que les radiofréquences, les signaux radiofréquences des téléphones cellulaires, et en fait toutes les radiations électromagnétiques, sont associées au cancer. Naturellement,
Ça, c'est des classifications 2B. Ça veut dire possiblement associés au cancer. Bien, on sait qu'ils sont associés, mais l'épidémiologie ne peut jamais donner une relation de cause à effet. Ce n'est pas de cause à effet, mais avec toutes les expériences sur les animaux, écoutez, c'est quand même pas des blagues. Moi, ce que j'aime un peu à penser à ça parce que ces études-là, c'est 4288 rats qui sont passés, 2180 souris. Parfois, quand je donne des conférences, ils me disent, ben vous avez travaillé là-dedans, vous êtes partial. J'ai probablement une vision. Comment est-ce que je vais faire pour prendre 4288 rats, puis 2180 souris, puis les convaincre d'avoir 3 fois plus de tumeurs? C'est des expériences qui sont très difficiles à manipuler. Puis le NTP, malheureusement pour l'industrie, c'est le summum de la compétence aux États-Unis. Donc, c'était vraiment difficile, je dirais, de reculer devant ça. Donc, si on regarde les modèles, finalement, de faire on peut faire des projections. Donc, si on a des heures cumulatives d'utilisation, notre chance d'avoir certains cancers va augmenter de 1 à quelque chose comme jusqu'à 4 si on utilise les téléphones cellulaires suffisamment longtemps ou pendant suffisamment d'heures. L'autre effet des ondes électromagnétiques, qui est potentiellement encore plus important, c'est l'histoire des radicaux libres. Ce que la littérature dit, c'est que les ondes électromagnétiques génèrent plus de radicaux libres. Vous savez ce que c'est des radicaux libres?